Bienvenue à ce 20e épisode de La Liberté à la porte, émission spéciale ce soir, Geneviève, sur l'expropriation de Mirabel. Exactement, puisqu'on en est au 45e anniversaire, triste anniversaire s'il en est un. Et pour l'occasion, nous recevons Rita Lafont, qui était une des leaders des expropriés. Également, nous recevons Mme Suzanne Lorrain, auteure du livre L'échiquier de Mirabel. Et enfin, en deuxième partie de l'émission, on reçoit les réalisateurs d'un documentaire sur la question. Tout à fait. Louis Fortin et Éric Gagnon-Poulain. Alors, ça s'annonce très intéressant. Alors, sans plus attendre, on va demander à notre ami Louis de partir en machine. En machine, Louis. Alors, on débute sans plus attendre. Donc, on a avec nous Mme Rita Lafont et Mme Suzanne Lorrain. Mesdames, vraiment, merci d'être là. C'est un honneur de vous recevoir ce soir à l'émission. Bienvenue. Merci de nous avoir invités. Alors, Mme Lafont, vous êtes une expropriée de Mirabel. Vous avez été leader, vous avez été très active dans ce combat. Vous l'êtes encore, vous donnez encore des conférences. Mme Suzanne Lorrain, vous êtes l'auteur, ou enfin des interventions. Mme Lorrain, vous êtes l'auteur du livre L'échiquier de Mirabel. Vous êtes géographe de formation, ancienne professeur à retraite donc au département de géographie de l'UQAM. Alors, voilà, on va commencer. C'est un sujet qui est quand même à la fois dramatique, qui a marqué quand même l'histoire du Québec. Mais je pense que ça vaut la peine pour les gens qui nous écoutent de voir un peu la vision en fait, que pouvait avoir quelqu'un qui l'a vécu. Ça. Et c'est votre cas, Mme Lafont. Alors, je voulais vous demander en premier lieu, comment, tout d'abord, vous avez appris que vous alliez être exproprié? Comment vous avez vécu ça? D'abord, si vous dites que l'histoire Mirabel a marqué le Québec, elle nous a surtout marqué tous les expropriés. Ça s'est passé comme si on n'existait pas, nous, comme population. Le 27 mars 1969, à 14h25, Jean Marchand et le ministre Elia annoncent, comme ça, là, par un décret, que 3126 propriétaires sont expropriés, que 97 000 acres du territoire de Mirabel sont tout d'un coup comme ça la propriété du gouvernement fédéral. Fait que les commerces, les agriculteurs, les fermes, les églises, tout est devenu la propriété du gouvernement fédéral. On l'apprend en même temps que tout le Québec, que tout le Canada. Et donc, ils vous ont donné aucune compensation, quand même? Non, c'est pas... non. C'est que personne ne savait ce qui allait arriver. Tu vois, 12 villages qui sont... 4 villages devaient disparaître, 8 villages devaient être charcutés. Qu'est-ce qui nous arrive? On est des agriculteurs, on est des commerçants, on est des résidents. Qu'est-ce qui nous arrive là, maintenant? On n'est plus propriétaire de rien. Fait que c'est la panique. On va voir le lendemain matin, on achète les journaux pour voir si notre lot, notre propriété est dans ce territoire exproprié-là. Et le dimanche soir, il y a une assemblée à l'église parce qu'il y a vraiment la panique dans la population. C'était à l'église que tout le village se rassemblait? Dans l'église de Saint-Scolastique. Okay. Et là, on nous montre que ça va être le plus grand aéroport au monde, la plaque tournante, 8 millions de passagers, je pense, par année. Ça va être extraordinaire. Et il y a des agriculteurs qui ont osé lever la main pour dire, mais nous autres, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on ne vous coupe pas les bras, vous continuez comme avant, comme si c'est possible de continuer quand il n'y a plus rien qui t'appartient. Fait que c'était... puis, ça n'a pas été long que... Bon, il y avait je ne sais pas combien de milliers d'emplois qui allaient... Et les agriculteurs et les commerçants et tous les propriétaires avaient l'air des égoïstes quand ils osaient dire, mais nous autres, qu'est-ce qui arrive là-dedans? Mais oui, mais c'est le progrès qui s'en vient.
cessez de vous plaindre. On était les braillards de Saint-Scour, surtout que d'autres régions du Québec souhaitaient cet aéroport-là parce que personne n'avait jamais pensé qu'on allait exproprier aussi grand. On allait exproprier un minimum d'arc, et puis autour, ça allait être le progrès. Fait que personne n'avait imaginé ça. Et justement, Mme Lorrain, je pense que vous êtes en mesure de nous expliquer ça. Pourquoi, en fait, on a choisi Mirabel? D'où vient cette décision politique du gouvernement fédéral, notamment eu égard à la territorialité, à cet enjeu-là? Ce territoire-là, qu'est-ce qu'il y avait de particulier pour qu'on le choisisse? En fait, ça a été un peu par élimination, je dirais. La particularité de l'affaire Mirabel, c'est pourquoi c'est vraiment un sujet intéressant, à mon avis, c'est que c'est une sorte de révélateur des tensions entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. C'est encore aujourd'hui extrêmement intéressant de se pencher sur cette question-là. Alors, à ce moment-là, il y a eu des divisions entre le Québec et le fédéral sur le choix du site. Et il y a eu plusieurs sites, je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus, qui ont été proposés, mais disons que le Québec aurait privilégié un pôle davantage autour de Drummondville, disons, pour faire court un peu, là. Alors qu'Ottawa ne voulait pas céder il ne voulait pas mettre l'accent sur le triangle Montréal, Trois-Rivières, Drummondville, disons, là, ou Sherbrooke. Et finalement, il a opté pour aller dans l'axe qui était davantage Ottawa-Toronto, je dirais. Donc, le choix de Mirabel, qui était un choix qui était parmi les 5 sites, c'est celui-là, finalement, qui s'est avéré... Point. Ouais. Normalement, comment ça fonctionne quand il y a des expropriations comme ça? C'est quoi l'impact, en fait, sur les gens qui font partie de cette communauté-là? C'est une bonne question. Rita pourrait aussi y répondre. Il y a l'enjeu de propriété. Moi, je peux parler peut-être de cet aspect-là, puis Rita pourra parler de... Je dis Rita parce que je la connais bien. Là. Je devrais dire Mme Lafond. Vous connaissez depuis longtemps, on se connaît depuis très longtemps. J'avais 20 ans, moi, au début de la vingtaine, quand j'ai eu l'occasion de travailler avec le Comité des expropriés. Et quand on est au début de la vingtaine, ceux qui ont vécu la manifestation étudiante il y a 2 ans le savent, ce sont des événements qui marquent notre vie. Et pour moi, Rita Lafond, c'était une femme qui m'a beaucoup appris, qui m'impressionnait beaucoup. Il n'y en avait pas tant que ça, des femmes leaders à ce moment-là. Et moi, ça a marqué ma vie réellement, cet événement-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a parlé de l'expropriation, elle a parlé de propriétaire, donc on voit tout de suite l'enjeu de la propriété. La propriété, là, c'est le droit fondamental dans les sociétés capitalistes. Quand on s'attaque à ça, on s'attaque à quelque chose de majeur, en particulier chez des agriculteurs, dans les fermes familiales. Donc, la propriété, c'est un enjeu de base quand on s'attaque à la propriété et forcément au territoire sur lequel on vit. Et vous demandiez qu'est-ce qui arrive pour faire cette immense expropriation qui était la plus grande au Canada, peut-être dans le monde. On a pris une vieille loi de 1886 alors qu'il y avait une nouvelle loi qui était prête pour les expropriations. Et cette nouvelle loi va servir pour exproprier les terres de Pickering pour un autre aéroport international à Toronto. Fait que cette loi-là permettait, la loi de 1886 permettait tous les pires abus. On pouvait ne pas nous payer pendant 20 ans, 30 ans. Ils avaient le droit de le faire. Ils n'avaient pas d'intérêt à payer. C'était vraiment dégueulasse, cette loi-là. C'était là que, quand on a appris ce qui se passait à Pickering, là, vraiment, ça a été un rassemblement très fort. Et Jean Marchand, qui était venu à Sainte-Scolastique pour essayer de calmer la population, le lendemain, c'était titré en première page de journal, « Journée d'enfer pour Jean Marchand ». Puis il l'avait bien mérité à part ça. Et là, Mme Lorrain vous décrit comme une femme leader. Comment vous vous êtes impliquée? Comment vous en êtes arrivée justement à prendre une espèce de leadership dans cette cause-là et à rassembler des gens? Je suis contente que vous posiez la question parce que dans ce temps-là, les femmes n'avaient vraiment pas de place dans les organisations publiques.
Il n'y avait pas de conseillers, des femmes conseillers municipaux. Il n'y avait pas nulle part, il n'y avait aucune place pour les femmes. Et je me rappelle, mon mari, qui était dans l'Union syndicale des agriculteurs à ce moment-là, était revenu un soir presque insulté. Il avait dit... La femme d'un tel était là, comme si elle ne faisait pas confiance à son mari. Pas parce que mon mari était... Mais c'était la tradition dans ce temps-là. Et quand le regroupement s'est organisé, il y avait un agriculteur qui est allé travailler là et il a été récupéré, ça n'a pas été long, par le gouvernement fédéral. Et comme mon mari avait perdu sa ferme, avait perdu toute l'industrie laitière, le quota de lait et tout ça, il était sans travail et on est venu le chercher pour qu'il continue. Puis il a dit, ben moi, je ne suis pas habitué à écrire des lettres, à faire de l'organisation de bureau. Fait que moi, j'ai dit tout doucement, ben prends-la donc, l'emploi, puis je les écrirai, les lettres. Et je suis rentrée au bureau comme ça, et je me rappelle que le président, 2 ans après, il a dit, il serait bien temps qu'on écrive que c'est vous qui êtes engagé. Fait que c'est comme ça que... Et je peux dire que les femmes ont joué un rôle vraiment extraordinaire à Mirabel. Je pense que si les femmes n'avaient pas été là... On sent un appui du public. Mais là, dites-moi, vous parlez de plaques tournantes, etc. Il me semble que l'aéroport plaque tournante à Montréal, c'est pas celui à Dorval? C'est ce que c'est devenu. À dire vrai, c'est même pas une plaque tournante Dorval. C'est davantage Toronto. Et même à Toronto, on commence à trouver que c'est davantage aux États-Unis, Burlington. Et donc, il y a des différentes échelles. C'est sûr que c'est pas, comme je dis des fois, on aurait dit que c'était un peu, aux yeux du Québec et même d'Ottawa, une industrie banale qui allait s'installer là. On n'a pas beaucoup considéré les exigences d'un aéroport international et on parlait d'un développement d'emploi, comme si on allait installer une usine de papier ou je ne sais pas quoi. Mais il faut le poser à l'échelle pan-canadienne, la question des aéroports, et même internationale, comme son nom l'indique. Et c'est là où ça se complique quand on étudie ça. Si on se rappelle l'époque, en 1969, il y a eu 3 deuxièmes aéroports qui devaient être créés dans une conception du développement territorial que Trudeau avait à ce moment-là, Pierre-Éliott Trudeau, le premier ministre. Et c'était à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Or, sur les 3, il y en a un seul qui a été construit pour des raisons politiques aussi, qui seraient peut-être un peu longues à expliquer, mais quand même, je résumerais ça en disant le gouvernement fédéral a voulu bien montrer que le Québec avait sa place dans la Confédération et que ça allait être une bonne idée de construire un 2e aéroport à Montréal et peut-être aussi dans la rivalité entre Montréal et Toronto, là. Donc, non, Mirabel n'a jamais été une plaque tournante et Dorval non plus n'est pas une plaque tournante, honnêtement, même avec son développement actuel. Bon, ben, en espérant qu'un jour, on fera nos propres aéroports québécois et qu'on sera en mesure d'en faire de véritables plaques tournantes et de vraiment créer des emplois bien à nous. Madame Lafont, habitez-vous encore Mirabel? Non, Non? On est obligé de quitter. Vous avez quitté pour habiter où? On habite Bellefeuille, qui fait partie maintenant de Saint-Jérôme. Mm-hmm. Mais mon mari, on devait investir à ce moment-là. Puis on avait la maison qu'on devait réparer. Puis la veille, le notaire a dit il n'est pas question de prêt agricole parce que depuis telle heure aujourd'hui, tous les contrats sont arrêtés dans la région. On s'est interrogé le pourquoi. Et après, ben, si on devait continuer comme avant, il y avait besoin d'un tracteur et il est allé demander l'autorisation d'acheter un tracteur parce qu'il fallait demander toutes les autorisations. Puis là, il a demandé, il dit combien de temps il me reste sur le territoire. Ben, ils ont dit 5 ans, là, probablement, au moins 5 ans. Et mon mari achète le tracteur. Quelques jours après, ils ont envoyé le curé chez nous pour dire vous allez être obligé de partir l'année prochaine. Aïe, 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 aïe.
Fait que ça, des affaires comme ça, à un endroit, il devait faire une sablière, je pense. Il y avait marqué qu'il y avait 30 propriétaires qui devaient quitter, mais ils se sont trompés de place, puis ils ont envoyé 30 autres propriétaires ailleurs. Comme une autre fois, par exemple, ils devaient réparer un toit parce que tout était devenu leur propriété. Ils devaient réparer le toit. Ils sont arrivés chez le voisin. Ils ont dit, votre toit est à réparer. Ils ont dit non, le toit est bon. Ils ont dit, on a l'ordre de réparer le toit. Ils ont défait le toit, ils ont fait un toit neuf pour s'apercevoir que c'est chez le voisin qu'il fallait faire le toit. Un autre bel exemple de bureaucratie absurde. Absurde, oui. Bien des complications. Oui, oui, mais je pense que l'enjeu de l'expropriation est plus connu du public que l'enjeu de gestion et d'aménagement du territoire. Or, la tension principale entre Québec et Ottawa a été justement la question de l'intégrité territoriale, la question de l'aménagement du territoire, du contrôle sur le territoire. Et ce dont Mme Lafont parle, c'est exactement ça. C'est-à-dire, les problèmes, c'était loin d'être seulement d'avoir été exproprié seulement, ce qui est déjà en soi majeur, mais c'est aussi que les agriculteurs pouvaient rester sur le territoire parce qu'évidemment, à la grandeur de l'expropriation, on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas besoin, donc il fallait le gérer. Alors, ces agriculteurs-là sont devenus locataires et là, les problèmes ont duré jusqu'à la rétrocession des terres en 1985. Donc, ça fait long, là, de 69 à 85, sans Absolument. Aucune planification. Cette affaire qui était la plus grande affaire au monde, pratiquement, en termes de grandeur d'expropriation, n'a jamais été planifiée. Là. Madame Lafont, le temps, malheureusement, tire à sa fin pour l'entrevue, mais je tenais à vous donner peut-être le mot de la fin après toutes ces années. Comment vous voyez ça? Bien, c'est sûr que c'est très court là, pour parler de l'expropriation et parler des immenses problèmes vécus parce que quand elle parle d'enjeux provincial et fédéral, il n'y avait aucune planification de qu'est-ce qui arriverait avec les gens, comment est-ce qu'on les compenserait. Ça faisait vraiment pas partie de leur plan. Moi, pour m'en venir ici, ça fait quand même quelques années, fait que j'ai rouvert le dossier et j'ai plongé dans vos souvenirs. J'ai appelé quelques expropriés pour voir comment est-ce qu'ils voyaient ça au bout de... Puis plusieurs m'ont dit, rouvrir ce dossier-là, ça nous fait trop mal. Bon, d'autres nous ont dit que, bon, aujourd'hui, ils revivent. Et moi, en ouvrant cette valise-là de l'expropriation, il y a plein de souvenirs qui sont remontés. Puis là, je revoyais la vie de toute une région qu'avec mépris, on avait cherché à faire disparaître. Et là, il y a une image qui est montée en moi. Cette image-là, je voyais un immense territoire avec plein de débris dessus, plein de reliquats, de la folie, des chimères qui étaient nées dans la tête de politiciens mégalomanes, c'est ça. Et je voyais des gens éparpillés, mais isolés, séparés les uns des autres, puis comme plus de spring, plus de dynamisme, écrasés, paniqués, impuissants. Puis c'est comme si je voyais par en dessous leurs racines qui commençaient à se rassembler, à se joindre, à partager entre eux autres. Et puis c'est comme une force immense qui naissait de ça. Et je voyais sur le territoire, au milieu des débris, un immense arbre extraordinaire, comme un gros chêne. Et cet arbre-là, pour moi, c'était clair, c'était la solidarité qui venait de naître. Et en même temps, de chaque personne qui était isolée sur le territoire, il y avait comme une force nouvelle qui rentrait en chacun d'eux. C'était comme s'il y avait un sang nouveau, un sang qui venait des générations précédentes, des patriotes, des hommes, des femmes qui s'étaient enracinés dans la sagesse de la terre. Je ne le sais pas, mais à partir de là, ils ont dit non à l'injustice, ils ont dit non face au mépris qu'on leur imposait, ils ont dit non face au patrimoine qu'on était en train de faire disparaître et qui était hérité depuis des générations. Et tout à coup,
sous le grand chêne, la terre s'est mise à refleurir. Les rêves sont revenus chez les expropriés, chez les enfants d'expropriés. Et s'il reste encore des débris, s'il reste encore des blessures qui n'ont pas été cicatrisées, il y a quand même une grande beauté qui est en train de naître. Puis la solidarité, elle s'est inscrite dans le cœur des expropriés, des enfants d'expropriés, puis de tous ceux qui acceptent de se laisser vivre par cette belle solidarité. Fait que c'est comme ça que je résumerais l'expropriation. Madame Lafont, bravo. Bien, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. C'est très touchant. Et aussi, on vous invite, bien sûr, à lire ce livre là, qui va apparaître en bas de l'écran, L'échiquier de Mirabel de Mme Suzanne Lorrain. Mesdames, merci beaucoup. Et tout de suite, on va passer aux réalisateurs du Fantôme de Mirabel, M. Louis Fortin et M. Éric Gagnon-Poulain. Nous sommes de retour après cette entrevue très touchante avec Mesdames Lafont et Lorrain. Nous sommes maintenant avec Louis Fortin et Éric Gagnon-Poulain. Ce sont les co-réalisateurs du documentaire Le Fantôme de Mirabel. Messieurs, merci beaucoup d'être là. Bienvenue. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au sujet de l'expropriation de Mirabel? Louis? Ben, ça a commencé, en fait, par le changement de nom de Dorval à Pierre-Éliott Trudeau. C'est Éric qui avait amené l'idée. Lui avait été totalement outré par ça. Moi aussi, mais quand on a fait le film, on était déjà en 2007-2008. Le changement de nom avait eu lieu en 2004. Donc, je m'étais déjà un peu désoutré. Mais lui, il m'est arrivé, puis « Hey, il n'y a personne qui en parle, il faut faire quelque chose là-dessus. » Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et on s'est dit, c'est vrai, Pierre-Éliott Trudeau pour la porte d'entrée à notre territoire national, on n'aime pas ça, on est souverainiste. Puis là, donc, on s'est mis à creuser un peu la question. Donc, Trudeau, les mesures de guerre. Puis là, ah oui, c'est vrai, il y a Mirabel, c'est Trudeau qui a fait Mirabel. Puis là, Mirabel est fermé, puis on nomme à Dorval. Donc, il y avait comme une espèce d'incongruence là, il y avait quelque chose de pas logique. Le gars, il a fait un aéroport qui ne marche pas, puis on le nomme en honneur à l'autre aéroport de la ville, celui qu'il voulait lui-même fermer parce que c'est un aéroport désuet et trop petit en 69. C'est absurde. C'est absurde. Donc, c'est de là que c'est parti, puis là, on s'est mis à creuser, puis là, on s'est rendu compte du fiasco de Mirabel parce qu'on est trop jeune pour l'avoir vécu nous-mêmes. Donc, on savait qu'il y avait eu une expropriation, mais c'était un petit peu... justement, c'était un peu vague dans nos têtes. Et là, on a creusé les archives nationales, les autres publications qu'il y avait eu. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un drame humain complètement fou et on s'entend, on a dit c'est 100 000 acres presque qui a été exproprié, 87 000 acres. Ça, c'est aussi grand que l'île de Montréal. C'est les plus grands aéroports du monde, c'est autour de 10-12 000 acres. Là. C'est x10. Donc, c'était une taille qui n'avait aucun sens. C'est toute une région qui a eu un marteau dessus. Mm-hmm. Puis, en fait, comment est-ce que ça s'est préparé, un tournage comme ça? C'est quand même... Il y a toute la dimension humaine, il y a toute la dimension statistique, l'histoire. Ça a été très long, en fait, parce qu'on l'a produit de façon complètement indépendante. Dès le départ, comme Louis disait, moi, j'étais à l'étranger. J'ai su que j'allais revenir à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Pour moi, c'était une incohérence incroyable. Je ne pouvais pas concevoir que le gouvernement du Canada, parce que c'est Jean Chrétien, avec son ministre des Transports à l'époque, avant de partir à la retraite, qui a décidé de nommer l'aéroport de Dorval Pierre-Éliott Trudeau. Il aurait pu le faire n'importe où ailleurs au pays, puis les gens auraient été probablement contents. Mais au Québec, en plus, c'est un sujet assez sensible. Les politiques de Trudeau envers le Québec, spécialement envers le mouvement souverainiste. Donc, c'était une façon de dire « nous avons gagné, nous les libéraux, alors on met notre pied à terre, ça va s'appeler l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau ». Donc, ça a commencé assez tranquillement. À partir de 2005-2006, on a commencé à scénariser tout ça. Mais comme Louis disait, on voulait parler de beaucoup trop de choses dans le film. D'ailleurs, le premier montage, ça durait 2h30 environ. On parlait de la Constitution, on parlait des lois des mesures de guerre et tout ça. Et on s'est concentré vraiment sur le sort des expropriés de Mirabel parce que ça représentait très bien comment Pierre-Éliott Trudeau et son gouvernement à l'époque agissaient avec le Québec. Donc, ça en a fait une espèce de cause-type. Tranquillement,
On a filmé par nous-mêmes, on s'est acheté notre propre matériel, etc. Parce que c'était un sujet. Et aussi, on sortait de l'université, on se disait, on veut faire un film, on veut le faire maintenant. On ne voulait pas attendre après les subventions et tout. Fait que finalement, ça a fini qu'on l'a payé de notre poche au complet. Wow! Et donc, tranquillement, de fil en aiguille, on a rencontré des gens qui nous ont mis en contact avec les expropriés, dont Mme Lafont, qui nous a été très utile là-dedans. Des gens qui nous ont mis en contact avec des gens qui étaient impliqués dans le milieu, dont André Bouvette, qui a été un anthropologue qui a beaucoup aidé sur le dossier parce que M. Bouvette a aidé un peu à politiser les gens sur le territoire, leur mettre en évidence comment le gouvernement fédéral traitait certains dossiers à Pickering, par exemple en banlieue de Toronto. Et comme ça, ils ont construit leur mobilisation, 2 poids, 2 mesures sur comment le gouvernement fédéral agissait en Ontario et avec les expropriés de Mirabel pour exactement le même cas fait par le même gouvernement. 2 poids, 2 mesures, on parle de différentes manières de traiter les citoyens en Ontario et au Québec, c'est bien ça? Exactement. Tout à fait, parce que comme Mme Lafont a fait allusion, c'est qu'ils ont exproprié Mirabel en 69, alors que la loi moderne d'expropriation a été votée en 70. Donc, la loi selon laquelle les expropriés de Mirabel ont été expropriés était celle de 86, qui disait à peu de choses près, la reine a droit sur ses terres et ses serfs, presque. Donc, il n'y avait aucune ligne directrice sur quand il fallait payer les gens, sur comment exproprier les gens. Donc, les terres qu'on payait 200 $ l'acre à Mirabel étaient payées 2000 l'acre à Pickering. Et il y avait congé de loyer à Pickering et pas à Mirabel. Je pense qu'on peut dire 2 poids, 2 mesures. Oui. Alors, disons que ça a choqué les gens, puis ça a mobilisé les gens autour de cette lutte-là. Et pour en revenir à votre documentaire, Le fantôme de Mirabel, d'abord, c'est ça, vous le lancez aujourd'hui à l'occasion du 45e anniversaire de l'expropriation. Vous le lancez sur le web. Exactement. Donc ça, il sera disponible sur le site lefantomedemirabel.com, si je ne m'abuse. Et également, donc ce film, vous avez fait une petite tournée en le présentant. Comment il a été reçu? Et qu'est-ce qui fait qu'il faut voir ce film-là? Première représentation a eu lieu devant les expropriés de Mirabel il y a 2-3 ans environ. 2011, oui. En 2011, et ça faisait 41 ans à ce moment-là. C'était bien de voir les 3 générations qui sont venues. Les gens qui ont été expropriés, leurs enfants, leurs petits-enfants. Et l'ambiance dans la salle, parce qu'on l'a fait à la salle de Saint-Scolastique, dans l'église de Saint-Scolastique, où il y avait l'habitude de se réunir et faire leur réunion du SIAC, qui était leur mouvement de mobilisation pour essayer justement de faire valoir leurs droits devant le gouvernement fédéral. C'était là où il y avait toutes les réunions avec Jean Marchand, avec... je pense pas que Trudeau est déjà allé, je pense pas qu'il s'est déplacé pour ça. Hein? Ben non, voyons C'était donc. peut-être pas assez important. Pourquoi prendre la peine? Non, c'est ça. Donc, c'était très émotif. Par la suite, on l'a vraiment distribué dans des réseaux indépendants. C'est un film qui est politique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à se mouiller. Par contre, en 2012, on l'a présenté au 2e Forum des grands projets inutiles et imposés en France. Il y a un mouvement, un peu comme le SIAC à Mirabel, qui se bat contre un projet aéroportuaire et il se battait à l'époque de Mirabel contre ça. D'ailleurs, Mme Lafont, ils se sont déjà rencontrés. Ils sont échangés sur leur prise de position déjà à l'époque. Et il utilise le film, d'ailleurs, pour, en fait, contre le grand projet aéroportuaire qui est en train de se passer à Notre-Dame-des-Landes, en banlieue de Nantes. Donc, le film est distribué, en fait, pas distribué, plutôt diffusé dans quelques villes de France chaque mois, 2-3 fois par mois. C'est spécial parce qu'au Québec, on a déjà entendu parler de ça, on a trop entendu parler de ça, peut-être même de Mirabel. Donc, il n'y avait pas un intérêt marqué pour cette cause-là. Pourtant, c'est une lutte à ne pas oublier, selon nous. Hein? Mais, et qui a un aspect universel, finalement. Au niveau des grands projets aéroportuaires, les aéroports sont en déclin et continuent à en construire quand même partout en Europe. Même si l'Union européenne s'est positionnée contre. Il y a des gens comme, exemple, c'est quoi la grande compagnie Vinci, qui décident, nous, on aimerait ça en construire un. Et puis là, il y a des ministres qui vont dire, peut-être, on va peut-être le construire par-ci, par-là. Et ils s'engagent à le faire, et voilà. C'est un peu ce qui s'est fait sur le territoire à Mirabel dans le temps, puis ils ne voulaient pas reculer. Et maintenant, c'est les mêmes arguments. On dit, on ne veut pas reculer, ça va coûter trop cher. Il va falloir payer Vinci parce qu'on s'est engagé à le faire, comme à l'époque. Puis, M. Fortin, pourquoi est-ce que quelqu'un de ma génération voudrait regarder un documentaire comme ça pour
pour passer le temps un vendredi soir? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce documentaire-là? Je dirais, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est sûr que c'est un documentaire qui porte un peu sur la question nationale. C'est une pièce de notre histoire. Dans le fond, ça part de l'expropriation de Mirabel dans le contexte de la politique des années 70, la politique Québec-Canada. Au-delà aussi de la cause souverainiste, je pense qu'il y a quelque chose de très universel dans le côté dérape technocratique des gouvernements, quels qu'ils soient. Comment un gouvernement élu par le peuple ne remarque pas à un moment donné qu'il s'est trompé? J'exproprie 12 000 personnes, je touche 14 villages, il y a de l'alcoolisme, il y a des suicides, il y a les gens dans les rues avec leurs vaches puis leurs tracteurs. Puis moi, je me dis, non, j'ai pas fait d'erreur, on va continuer. Comment, quand la locomotive est lancée, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Et ça, c'est dangereux. Il faut se poser aussi la question, c'était quoi les vraies raisons? Pourquoi ils ont décidé d'exproprier 97 000 acres au nord de Montréal? Dans le film, justement, on explore les hypothèses. Pourquoi 97 000 acres? Il n'y avait jamais eu un aéroport aussi grand dans le monde. Le plus grand, à ce moment-là, c'était Atlanta, qui avait 10 000 acres. Pourquoi que nous, même au Japon, en Asie, il n'y avait pas des aéroports aussi grands? On peut se poser plein de questions. Dans le film, certaines hypothèses sont émises, dont la spéculation sur les terrains, la revente de terrains en se finançant par la plus-value, pour financer le projet aéroportuaire. C'est sûr qu'avec Pierre-Éliott Trudeau à la tête du gouvernement, on peut se demander si ça ne pouvait pas avoir un lien avec avoir une main sur le Québec en disant vous avez un aéroport international. Une zone aéroportuaire, ça devient, surtout si c'est un aéroport international, ça devient nécessairement une zone économique d'importance nationale. On l'a vu d'ailleurs en 1975, l'aéroport a ouvert, ils ont transféré les vols à Toronto en 1977. Et Toronto est devenu la métropole du Canada. Et anciennement, c'était Montréal. Donc, on peut se poser toutes ces questions-là. Pour quelles raisons avoir choisi Montréal? Pourquoi avoir exproprié 97 000 acres? Ça aurait été peut-être une très belle place pour faire une ville qui allait peut-être être plus importante que Montréal dans quelques décennies, qui sait? Donc, c'est un sujet vraiment qui mérite encore toute l'attention qu'il faut y donner. Moi, j'ai une petite question. Aujourd'hui. C'est qui le fantôme? Les fantômes de Mirabel. C'est Il y en a qui disent Pierre-Éliott Trudeau, hein? C'est possiblement Qui Pierre-Éliott Trudeau. encore ces temps. D'ailleurs, ça, c'est une autre chose qui est intéressante dans le film. Tous les intervenants, finalement, sont d'accord sur la question que c'était idiot d'appeler Dorval Pierre-Éliott Trudeau. Exactement. Et dans le film, bien que ce soit un film qui est politisé, il y avait des gens pro-Trudeau dans ce film-là. Il y a des gens qui disent « Moi, j'ai voté pour Trudeau » ou « Trudeau, c'est un homme de vision », mais justement, Dorval, c'est le vieil aéroport, c'est pas un signe de vision, puis Trudeau aurait refusé ça s'il était vivant. Donc, même les pro-Trudeau disent « Ça n'a pas d'allure, appeler cet endroit-là Pierre-Éliott Trudeau ». Alors ça, c'est... C'est André Bouvette qui dit justement Pierre-Éliott Trudeau s'est probablement reviré dans sa tombe quand il a su que l'aéroport de Dorval qu'il voulait fermer a été nommé en son nom. Mais son fils semblait heureux de cette nomination. Bon. On va savoir pourquoi. Tout cela est assez ironique. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, sur ces mots, encore une fois, donc on va pouvoir, je crois, dès aujourd'hui, donc, regardez sur le web à l'adresse lefantomedemirabel.com ce formidable documentaire. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci de nous avoir invités. Et suivra un extrait du film, la bande-annonce du film pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble et allez le regarder. Alors voilà pour cette émission spéciale sur l'expropriation de Mirabel, 45e anniversaire, triste anniversaire encore une fois. Merci à tous nos invités. Merci à toi, Geneviève. Quel épisode extraordinaire. Moi, là, je sais pas pour toi, Maxime, mais chaque fois que je vais retourner à Pette, je vais penser à l'expropriation de Mirabel. C'est vraiment très enrichissant et on a beaucoup de chance d'avoir eu nos invités ce soir. Tout à fait, des témoignages touchants. Vraiment, là, merci beaucoup à tous nos invités. Merci à l'équipe de production d'émission Vision Média, à tous les bénévoles. Vous pouvez venir assister aux enregistrements devant public les mercredis dès 18h au 82 rue Sherbrooke-Ouest. Soyez pas gênés, on va vous accueillir avec de la bière, avec de la nourriture, avec beaucoup d'amour. Et parlant d'amour... Ben oui, parlant d'amour, parce que l'amour, c'est tellement important. Hein? On vous suggère fortement d'aller nous aimer sur Facebook. Hein? Donc, www.facebook.com. Vous tapez dans le petit champ de recherche « La liberté » à commercial La Porte. Puis vous cliquez sur « J'aime ». Oui, parce que c'est tellement le fun de cliquer sur « J'aime » de toute façon. On a du plaisir. À répétition. Des heures et des heures de plaisir. On coche, on décoche, on coche, on décoche. Vous savez. Alors voilà, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.